nouvelle du Seigneur, etc. Mais dans sa vie quotidienne, c'était devenu, ce qu'on pourrait dire, un peu déplacé, mais des anges gardiens, des petits personnages auxquels il avait donné vie dans ses livres et qui continuaient à l'accompagner comme des créatures existantes. Voilà, mais c'est l'exemple, excusez-moi, je vous laisse la parole, mais c'est l'exemple. Moi, j'ai un personnage qui revient souvent dans mes livres que j'appelle le narrateur. Et d'ailleurs, il est dans ce livre-là, il est installé dans un grenier, là. Pas grand-chose. Et il fait pas grand-chose. Il fait pas grand-chose, mais sa présence est importante. Et donc, il y a un narrateur qui est censé raconter l'histoire, mais dans cette histoire, c'est quelqu'un d'autre qui raconte. Mais bon, il est quand même là. Il est présent. Mais ce narrateur, ça fait plusieurs livres, j'ai écrit un livre en 2004 qui s'appelait Le narrateur. Là, je parlais vraiment de ce personnage qui est très important puisqu'il c'est lui qui raconte mes livres. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce narrateur? Non, je vais retrouver. Oui, ce narrateur, il est présent en moi maintenant, que j'ai beaucoup pensé à lui. Il est présent en moi de manière permanente, même quand je n'écris pas. Même une période comme en ce moment, je n'écris pas, par exemple, mais il est là, je ne suis pas toute seule. D'ailleurs, je ne suis jamais toute seule parce qu'il est toujours là, ce narrateur. Installé dans une sorte de grenier. Je montre où est le grenier. Je montre l'endroit où est le grenier. C'est là. Oui, mais alors, il vous accompagne, ce narrateur, il est avec vous, comme les Valeureux accompagnent Albert Cohen, mais moi j'ai aussi été très frappé, soit en discutant avec des écrivains, soit en les soignant, par ce moment très particulier, je ne sais pas comment vous le vivez vous-même, toutes les trois, ce moment de la sortie d'un livre, qui a l'air quand même d'être très particulier, qui consiste donc à ce que quelque chose existe en dehors de soi. Le narrateur, il est en vous, vous l'avez incorporé, mais enfin, vous le donnez à d'autres. Et à ce moment-là, il a une autre existence. Et j'ai vu, par exemple, je pense à un patient, un écrivain remarquable, qui, à chaque sortie de ses livres, se met à relire de façon éperdue le livre qu'il est en train de sortir. Alors ça dure 2 mois, et il se relit, mais comme une sorte de nécessité absolue de se tenir au texte qu'il donne lui-même à lire, une sorte de fidélité absolue au texte. Alors on pourrait se dire que c'est dans une logique un peu utilitaire, il faut qu'il sache bien ce qu'il a écrit parce qu'il va répondre à des journalistes. Non, pas du tout. Je crois qu'il est question de ce que vous avez évoqué, Paul, qui est cet effet d'hybridation à venir entre ce qui est chez lui et qui sera bientôt le fait du lecteur, et sur lequel il a un petit mouvement possessif de jaloux qui ne le laisse pas si facilement partir. Et donc, pendant 1 ou 2 mois de la sortie de son livre, il ne cesse de se relire. Alors, je vais répondre d'abord à ça, puis après, il faut que je dise quelque chose sur les personnages, et puis il faut que je dise quelque chose sur, quand on écrit, le temps de l'écriture et le temps de vie. Alors, moi, je comprends totalement, moi, je m'abreuve je me lis à la sortie du livre, parce que je voudrais le lire dans la totalité, et je suis devenue pas du tout la personne qui a écrit, mais je suis devenue le lecteur de ce livre-là qui me plaît intensément. Quelle chance! Je n'en regrette aucun mot. Oui, il y a des mots que je regrette parce que je vois où j'ai mis une complaisance ou une faute. Il ne faut jamais être complaisant parce qu'elle pense le reproche. Donc je lis, ça me plaît. Je me dis, mais vraiment, j'ai écrit pour lire les livres qui me plaisaient. Voilà. Parce que j'ai beaucoup lu, mais alors j'enlève les descriptions de paysages, par exemple, des trucs comme ça. Je vais au Puy-Sec. Enfin, j'écris les livres qui me plaisent pas. Ça, c'est le truc. Mais après, quand le livre disparaît comme ça, quand quelqu'un que j'aime bien, je sais qu'il va le lire, alors je le lis de mon côté aussi pour être près de la personne qui est en train de le lire.
pour imaginer ce que le livre fait dans l'esprit de cette personne. Bon. Donc ça peut durer comme ça, parce que quand même, le livre il est de moins en moins lu, donc je trouve moins de personnes qui me disent je veux lire votre livre. Enfin, une personne qui me touche. Alors ça, c'est déjà une réponse. La seconde réponse, c'est sur les personnages qui deviennent plus réels que les personnages qu'on rencontre. D'abord, je suis absolument persuadée de notre irréalité mutuelle, c'est-à-dire que je pense que vous projetez sur moi ce que vous pensez de moi qui ne me ressemble pas, si bien que ça me laisse extraordinairement libre en société. Je ne suis pas responsable de ce que vous pensez de moi. Voilà. J'ai une certaine liberté, pas la liberté d'Anselme, mais j'ai une certaine liberté sociale qui est que de toute façon, le jugement que vous pouvez porter sur moi, en fait, vous le portez sur vous. Enfin, c'est très complexe. Je n'existe pas vraiment et vous n'existez pas vraiment. Bon, donc c'est des trucs comme ça. Et sur les personnages, mais ça, un jour, j'ai été assez malade pour pouvoir lire, une grossesse, pour pouvoir lire tout Balzac, et tout Balzac. Et j'ai trouvé, je me suis dit, le retour des personnages, c'est quelque chose de formidable. Parce que, pourquoi créer des personnages secondaires quand on a des personnages qui existent et qu'on a décrits dans un livre, il suffit de les convoquer. Alors, au lieu le personnage principal, il devient personnage secondaire. Il faut un personnage pour traverser la salle, et bien je convoque machin sous son nom, etc. Je ne le représente pas, je ne le représente pas à nouveau, et si bien qu'il y a des personnages qui traversent des livres de 40 ans. Mais moi, d'emblée, je me suis dit que je faisais une œuvre et que tous mes livres allaient se mettre comme dans une espèce de grand pulse, et donc je savais à peu près où je voulais aller dans le temps, dans l'espace, etc. Donc le retour des personnages. Et alors il y a un phénomène terrible, mais enfin, qui a certainement affecté ma famille, c'est que quand j'écris, je ne suis absolument pas sensible à ce qui se passe, et je perds toute mémoire du temps où j'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai peu d'histoires à raconter à mes enfants sur leur enfance. J'étais une mère exemplaire. J'ai pas fait la petite table magique, mais j'ai fait la porte magique. C'est-à-dire mes enfants, à 16 heures, ont toujours eu la porte qui s'ouvrait avec une mère qui leur faisait des crêpes. Bon. Mais à part ça, j'ai pas grand-chose à leur dire d'eux parce que moi j'étais ailleurs. Et comme je mets très longtemps pour écrire un livre, je reste très longtemps ailleurs. Donc il me reste très peu de choses de ma vie antérieure, sauf mon enfance, puisque je n'écrivais pas. Est-ce que je peux ajouter du trouble au trouble? Je voudrais faire part d'une expérience que certainement vous avez partagée. Dans ce livre, il y a un personnage qui est curé de Saint-Amalaquin. Il s'est agi pour moi de lui trouver un nom, et il se trouve que 15 jours avant, j'avais rencontré dans une réunion une dame qui avait le beau nom de Pain d'Avoine. Je me suis dit, pour les curés, c'est formidable, leur le baptise, Père Pain d'Avoine. Eh bien, quand le livre paraît, quelqu'un qui était du quartier, Saint-Amalaquin, me dit, vous l'avez connu, le père Pain-Devani? Je dis, pas du tout, j'habite Place Cartier, etc. Donc vous avez dû vivre comme moi, que vous avez cru inventer des choses qui existaient. Et je crois, pour tout vous dire, que c'est le réel qui nous invente. Je crois que c'est le réel qui nous inspire, qui nous invente, qui nous fait jouer, parce que ce que nous avons à dire l'intéresse. Je crois qu'un livre est réussi quand non seulement, évidemment, il part du réel, de quoi pourrait-il partir, il est inspiré du réel. Je crois que quand il est juste, il parle au réel, et mieux qu'il fait parler le réel. Voilà, comment je fais, il fait parler le réel comme on joue en jouant. Il en dit plus que ce que le réel nous dit. Alors, je pense qu'on n'est pas sorti d'affaire. Alors je pense à ce que disait Raphaël Gaillard tout à l'heure, donc à propos de cet exemple qu'il donnait de cet écrivain. Moi, quand j'ai fini un livre, je pense que c'est très banal, moi quand j'ai fini un livre, je me sens en exil. Je me sens en exil. Je ne suis plus dans mon pays. Et quand alors je ne le relis pas de cette manière-là. Non, une fois qu'il est donné, je m'en occupe plus, c'est terminé. Mais quand je le relis avant de le publier, et là, Dieu sait si je relis, j'écris très très vite,
J'écris souvent un livre en 2 mois, 3 mois, mais je le relis 50 fois. Et quand je le relis, j'ai fait une expérience, ça me fait penser un peu à notre débat, j'ai fait une expérience amusante. Un ami proche, qui est mon traducteur aussi, qui me traduit en anglais, me dit relis. Je lui dis voilà, j'ai fini mon livre. Il dit ben, relis-le comme si c'était le livre de quelqu'un d'autre. Et moi, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je me suis jamais relue comme ça. Je me suis toujours relue en pensant que j'étais quelqu'un d'autre. J'ai pas lu le livre comme le livre de quelqu'un d'autre. C'est bien un livre d'Anne Serre, mais moi, je suis quelqu'un d'autre pour lire ce livre d'Anne Serre. Et alors je peux le relire 50 fois parce que je peux être 50 personnes. Et pas des gens que je connais. Je ne pense pas à lire à la place de mon éditrice ou de mon père ou de ma mère. Non. J'imagine des lecteurs. Donc j'imagine des lecteurs très différents, avec des cerveaux différents. Et je lis, je lis ce qu'ils vont lire. Alors, pour suivre le cas clinique, si je puis dire, de cet auteur, mais je pourrais faire le récit d'autres, et je crois que ça va rejoindre en fait votre propos. Il y a la question du lecteur. Donc, l'écrivain dont je parlais se lit de façon obsessionnelle, comme s'il craignait vraiment d'être pris en défaut ou de ne pas savoir quelque chose de ce qu'il a fait lui-même. Et encore une fois, ce n'est pas la question des médias, mais vraiment quelque chose du mouvement de séparation de lui-même de cet objet qui va naviguer indépendamment de lui. Et comme vous le disiez, Paul, je pense qu'il est déjà question du lecteur. Dans cette lecture, il y a sa séparation difficile, impossible, mais il y a le lecteur. Et, dit-il, l'un des moments où se résout cette période de lecture effrénée de lui-même, dont il se plaint, eh bien, c'est la rencontre d'un lecteur. Alors, c'est pas le lecteur imaginé cette fois, mais c'est le regard d'un lecteur. Alors, c'est très étonnant, en fait. Hein. C'est le regard d'un lecteur comme il s'en produit dans une salle ici, ou dans une séance de signature, ou dans une librairie. C'est le regard d'un lecteur à un moment donné où quelque chose prend fin, le processus est achevé, il arrête de se lire. Mais ça passe vraiment par le regard, qui n'est plus la lecture, hein, qui est vraiment la personne, l'homme, la femme incarnée, dont il croise le regard autour de son livre. Et pour continuer sur la question du réel, tout en étant un obstacle au réel, parce que je persévère, cet obstacle au réel peut être aussi un chemin vers le réel. Alors, dans d'autres arts, il y a un tableau très beau de Magritte qui représente l'allégorie de la caverne, puisque ce qu'on dit, c'est l'allégorie de la caverne, donc cette idée que les hommes sont enchaînés et ne voient du réel que les ombres projetées du réel. Donc, il y a un feu et ils ne voient que les ombres projetées du bruit du monde, ils n'entendent que les échos contre la paroi de la caverne. Donc, Magritte représente la caverne, il y a un feu, et il ajoute quelque chose qui est vraiment très fort, je trouve. Il ajoute un tableau, donc c'est un tableau dans le tableau, et ce tableau représente un château au loin, en le masquant. J'explique, c'est pas très facile de décrire un tableau, mais sur ce tableau, on voit, comme dans une fenêtre, le château qui est au loin, de sorte que le tableau est à la fois l'obstacle vers le château et le chemin vers le château. Donc il est l'obstacle et le chemin vers le réel. Et en un tableau, finalement, il arrive à nous réconcilier, et d'ailleurs il appelle ce tableau la condition humaine. Alors, je suis désolée, c'était 1 heure, on me dit que la salle va être prise par quelqu'un d'autre. On peut continuer un peu ?
On a fait à peine connaissance. Parmi tous les acteurs de la création que convoque Anne Serre dans son livre, puisqu'elle écrit tous les temps se passent en même temps, tout se passe en même temps. Bon, outre le temps, elle abolit l'espace, elle abolit la frontière entre la mort et la vie, donc tout le monde est là, et c'est très très intéressant ce que vous avez dit de l'éternité, hein. On est dans l'éternité. Outre tous ces gens qui donc travaillent avec vous, ou vous font travailler, ou vous regardent travailler, il y en a un dont vous n'avez pas parlé, mais j'aimerais bien vous en parler la prochaine fois, c'est le lecteur comme auteur. Parce que quand un lecteur lit un livre, il écrit à 50%. Voilà. Bien sûr. C'est juste. J'ai pas dit ça tout à l'heure? Si. C'est possible. On est profondément d'accord. Donc vous êtes l'auteur, le narrateur est un gros personnage, mais il est aussi l'auteur de vos livres, et le lecteur n'est pas du tout en retrait. Le lecteur, à mon avis, est auteur à 50%. Alors, ce que je voudrais dire, si vous êtes d'accord, on continue le débat l'année prochaine. C'est exactement Les mêmes reviennent. Oui, les mêmes, et on continue. Ah oui, ça c'est une très bonne idée. Et on s'installe de la même manière. On s'installe au même endroit. Au même endroit. À la même heure. Avec Marie-Bonne des Indulgents, ça fait 3 ans qu'on creuse Notre-Dame de Paris et elle a terminé son coup de cœur. On fait ça, c'est bien. Hein. Alors je voudrais vous dire, avant d'applaudir, je vous dire quand même qu'Anne Serre, en plus, est en train d'avoir un de ses romans adapté par Hollywood. Ce qui est, vous voyez, absolument romanesque. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est absolument, oui, c'est. Alors racontez un peu votre histoire. Eh bien, mon premier roman, qui s'appelait Les Gouvernantes, que j'ai publié voilà 30 ans, en 92, a été traduit. Je suis traduite aux États-Unis depuis plusieurs années, en toute simplicité. En toute simplicité, c'est un grand, voilà, un grand éditeur et un grand bonheur, surtout pour moi, d'être publié et d'être traduite aux États-Unis depuis 2017-2018. Et donc, parmi les livres qui ont été traduits, ce premier roman a été traduit. Et j'ai un bon éditeur. Quand un nouvel auteur français débarque aux États-Unis, j'imagine qu'on doit le scruter un peu plus que d'autres, etc. Donc il a eu une très bonne presse aussi, ce premier roman. Et un cinéaste qui s'appelle Joe Talbot, un jeune cinéaste, a lu ce roman avec une femme avec qui il travaille, qui est une poétesse américaine, une jeune poétesse. Et ils ont lu ce roman qui leur a beaucoup plu, et ils ont décidé de faire un film. Alors jusque-là, c'était déjà incroyable, très amusant, excitant, etc. Mais peu de temps après, on a découvert, je dis on parce que je partage ça avec mon traducteur, qui est très lié dans cette affaire avec moi, et nous avons découvert, donc, un peu après, le casting de ce film hollywoodien. On n'était pas très au courant de Hollywood, nous on ne va pas souvent à Hollywood. Et on a découvert que dans le casting, il y avait 3 jeunes stars. Et que donc, ce roman qui est sorti chez un petit éditeur qui s'appelle Champvallon, c'est pas le Mercure de France, c'est un petit éditeur, mon premier éditeur, on a dû en vendre 1000, etc. Voilà, il a fait ce trajet pendant ces 30 ans. D'abord, il est resté immobile et muet, ce roman, dans son coin. Et puis tout d'un coup, il a fait ce trajet, il a franchi il est arrivé chez cet éditeur américain, et puis il a été lu. Enfin, c'est le trajet très étrange d'un roman qui est vivant, quoi. Et alors voilà, donc dans quelques temps, le tournage commence cet été, et dans quelques temps, nous aurons un film qui s'appellera The Governesses, avec 3 jeunes stars américaines, qui sont Lily Rose Depp, Renate Reinsve, les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont là doivent connaître parce que les jeunes connaissent bien ces actrices. Et qui elles-mêmes ont des réseaux sociaux. Oui. Qui elles-mêmes ont des réseaux sociaux. En Asie, voilà, en Asie. On a vendu Les Gouvernantes à 1000 exemplaires, et quand Renate Reinsve a dit sur son comment ça s'appelle ces choses, Twitter, etc., qu'elle était ravie de tourner dans ce film, elle avait 5 millions d'auditeurs. Alors je pense que
ma vie va changer, mais ça n'empêchera pas, même si ma vie change, ça n'empêchera pas, 1, le grenier, 2, le narrateur, 3, revenir à cette table avec mes amis, avec Paul, dans la même situation. On va continuer la conversation. Et ça, on peut le faire même jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Écoutez, venez prendre et lisez-le, il est fantastique ce livre. Moi je l'ai beaucoup prêté, donc je l'ai beaucoup acheté. Donc Raphaël, vous allez le signer ici dessus pour que je le prête plus tard. Comme ça, un truc comme ça, parce qu'autrement je vais le prêter. Et l'autre, elle est 10 numéros.